soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est né à Rennes, est géologue et enseigne à l'université de Clermont-Ferrand, fils à Robert Merle. Il est également romancier. Il a obtenu en 2013 le prix Charles X-Brien. Marié et père de 3 enfants, il vit en Auvergne. Il s'agit d'Olivier Merle. Il vous présente Libre d'aimer aux éditions XO, qui d'ailleurs, on en profite pour saluer et remercier Stéphanie, qui se reconnaîtra qui sans elle cette interview n'aurait pu se faire. Olivier Merle, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, je vais très bien. Je vais très très bien. Je suis surtout que je profite d'une semaine de vacances, donc c'est parfait. Ah bien ça, il y en a qui voudraient être en vacances également. Oui, sûrement. Bon alors on salue celles et ceux qui sont en vacances et puis courage à celles et ceux qui n'y sont pas encore et qui vont peut-être y être. Olivier Merle, racontez-nous, oui, votre parcours pour en arriver là où vous en êtes, notamment ce métier dans la géologie et ces cours que vous donnez à l'université de Clermont-Ferrand, où j'ai vu, vous faites pas mal de choses, racontez-nous. Oui, c'est une passion qui me tient depuis longtemps, parce que c'est vrai que j'ai fait des études de géologie et de sciences de la Terre pour travailler justement sur ces sujets. Donc c'est d'abord le parcours classique, hein, de faire aller à l'université et puis préparer une thèse, et puis la soutenir, et puis donc commencer comme ça à s'initier à la recherche. Et puis ensuite je suis rentré au CNRS, donc j'étais uniquement chercheur pendant 11 ans et ensuite j'ai quitté le CNRS pour devenir professeur, où donc je fais maintenant de l'enseignement et de la recherche, je fais les deux. Et c'est une de mes passions, hein, la recherche, parce que je suis quelqu'un qui suis assoiffé de connaissances. J'aime bien connaître les choses, j'aime bien les comprendre, j'aime bien les explorer. Et la recherche, évidemment, c'est parfait, puisque c'est toujours des problèmes sans fin auxquels on s'attaque. Donc voilà, c'est toujours encore une partie de ma vie, hein, importante, évidemment. On publie des articles scientifiques sur ces travaux. Voilà, on fait partie d'une communauté, qui est la communauté scientifique, et puis voilà, et on travaille soit tout seul, soit en groupe, ça dépend des moments. Enfin, c'est un univers assez passionnant. Quand vous n'écrivez pas, notamment, qu'est-ce que vous aimez faire, Olivier, et quelles sont vos passions, vos autres passions pour le coup? Alors, mon autre passion, je pense qu'on va y venir, c'est l'écriture, évidemment. Là, j'écris depuis toujours. Alors, c'est vrai que j'ai publié assez tard, parce que mon premier roman était en 2009. Et depuis, je crois que c'est le neuvième ou le dixième, je ne sais plus. C'est une passion, l'écriture, c'est un plaisir, hein, avant tout. Hein, c'est d'abord un plaisir d'inventer évidemment des histoires. Mais ça n'a pas toujours été facile. Si j'ai un peu tardé à publier, c'est aussi parce que ma vie professionnelle était tellement prenante, ma vie familiale aussi, parce que comme vous l'avez signalé, je suis marié, j'ai 3 enfants. Alors bon, maintenant c'est un petit peu plus facile parce que les enfants sont grands, donc ils ont quitté le nid, ils sont partis. Donc voilà, ça m'a libéré aussi un petit peu de temps. Mais c'est vrai que c'est pas facile de concilier une vie professionnelle qui est chargée, hein, qui est pleine, avec l'écriture, parce que l'écriture, écrire un roman, ça prend du temps, bon, ça s'étale sur plusieurs mois. Donc il faut essayer de s'organiser dans sa vie pour réussir à écrire. Voilà. Mais j'y arrive. Je n'y arrivais pas avant, mais maintenant j'ai réussi à trouver en fait l'organigramme, si je peux dire, qui me permet d'écrire pratiquement tous les jours à des petites périodes de la journée où je suis libre. Et sinon, passion, j'allais dire, autre que l'écriture, je sais pas, la nature ou autre, ça vous arrive Ah, de... Ouais, oui, ouais, oui, bien sûr. La nature, c'est pour moi très important. D'ailleurs, la géologie, et c'est un oui, contact avec la nature. Moi, j'ai exactement. toujours aimé la nature. J'aime être marcher dehors, voilà, être en contact. Il y a vraiment, j'ai une relation physique presque avec la nature. Vraiment, j'adore la nature, et surtout quand elle n'est pas saccagée, évidemment. Et ça a toujours. Donc c'est aller de pair en fait avec mon métier. Et puis, je continue de toute façon, même en dehors de mon métier, je fais des randonnées avec ma femme, par exemple, avec mes enfants. Enfin, j'ai toujours eu un contact fort avec la nature. Et puis autrement, j'ai toujours fait du sport. Ça, j'ai toujours aimé en fait
bouger, en fait, voilà, m'activer. Je suis un actif, en fait. Voilà, je suis pas, je suis un actif et je suis un rêveur. Je suis un petit peu les deux. C'est un petit peu ambivalent, mais je suis un actif en ce sens que j'ai besoin de bouger. Alors bon, maintenant, évidemment, j'ai 62 ans, alors je ne vais pas me mettre à courir sur des stades, mais voilà, je fais de la natation, bon, je fais beaucoup de marche, voilà. C'est quelque chose qui est important dans ma vie aussi, de pouvoir bouger, de pouvoir sentir mon corps voilà, qui est en bonne forme, en bonne santé. Merle, vous parlez de bouger. Là, on va parler dans quelques secondes un roman qui a du rythme. Oui, ça bouge, où il y a de la vie, où je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé. Je n'ai fait que tourner les pages. J'étais intéressé par cette folle histoire, c'est incroyable. On va y revenir dans quelques instants. Intéressons-nous donc cette fois-ci à votre dernier ouvrage, Libre d'aimer, aux éditions XO. Comment vous est venue cette incroyable idée, oui, d'écrire ce roman? Expliquez-nous. Ah, c'est difficile de remonter à la genèse d'un roman. Je pense que la plupart des romanciers oublient un petit peu le moment où ça s'est produit, quand l'idée est venue, où on allait vraiment, on saisit quelque chose. Et puis je ne suis pas certain d'ailleurs que la plupart des romanciers en soient bien conscients de ce qui s'est passé, pourquoi on a choisi d'écrire sur tel ou tel sujet. En ce qui me concerne, en fait, après mon dernier roman, qui était un roman purement historique, hein, où j'avais raconté l'histoire du radeau de la Méduse, je ne savais pas trop quoi faire, donc j'hésitais. Et puis, comme j'aime bien les défis, j'aime bien relever des défis, je me suis dit, bon, je vais changer de genre, et donc je vais écrire un roman policier. Pourquoi pas? Après tout, je n'avais jamais fait ça, donc j'ai commencé à inventer une intrigue, bon, assez complexe, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai introduit, et je ne sais pas pourquoi, deux femmes qui s'aimaient. Et puis là, en fait, j'ai tout arrêté. Il y a eu comme une sorte de déclic. Je ne sais pas exactement ce qui s'est produit, je ne pourrais pas vraiment l'expliquer, mais je me suis dit, voilà, non, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est pas très intéressant. Ce serait beaucoup plus intéressant si tu racontais une histoire d'amour entre deux femmes. Alors, je ne peux pas expliquer pourquoi, hein, c'est comme ça. Hein, je pense que la plupart des romanciers, d'ailleurs, souvent, bon, je suis pas sûr qu'ils puissent expliquer exactement pourquoi ils ont fait telle ou telle chose. Mais voilà, pour moi, ça a été une sorte de déclic à un moment, puis j'ai arrêté ce que je faisais, puis voilà, je suis parti sur cette histoire. On va raconter cette fois-ci, voilà, vous avez eu l'histoire, vous avez dit, voilà, je vais rester là-dessus, on va oublier le policier, on va plutôt mettre sur de l'amour. Comment s'est passée par la suite donc cette phase d'écriture, en termes de chapitres, ouais, il y a le chapitre un petit peu et tout ça, et est-ce qu'il y avait un plan? Bon, les personnages apparemment sont venus assez rapidement, mais voilà, est-ce qu'il y avait un plan, comme peuvent le faire certains auteurs également? Alors, il y avait un plan global, je dirais. Ça, c'est pareil pour la plupart de mes romans. J'ai un plan global, et ensuite, il y a des inflexions qui se produisent, parce que une fois qu'on a créé les personnages et qu'ils commencent à interagir, pour des problèmes de cohérence, de psychologie entre les personnages, souvent les idées qu'on avait, on les abandonne pour faire autre chose parce que c'est plus cohérent, c'est plus logique psychologiquement par rapport aux personnages. Donc j'ai toujours un plan global et j'avais un plan global, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur du roman qui se produisent que je n'avais pas imaginé au départ. Qui sont en fait je ne sais pas si on peut dire ça, mais j'ai presque l'impression par un moment que les personnages me prennent par la main. Alors évidemment, ils ne me prennent pas par la main, puisqu'ils sont fictifs, mais je pense que leur cohérence psychologique fait que je suis parfois obligé d'abandonner certaines idées pour en prendre d'autres, parce que ça me paraît cohérent et logique d'aller dans cette direction. Voilà. Donc un plan global, et puis ensuite des inflexions, des changements, des événements qui se produisent que je n'avais pas imaginés et qui viennent se greffer sur le plan principal. Racontez-nous en quelques mots cette incroyable histoire que vous nous faites vivre, et notamment entre Esther et Thérèse. Je le redis à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, mais c'est vraiment la vérité. Vous nous tenez en haleine du début jusqu'à la fin. Bravo, Olivier. Alors, c'est deux femmes qui sont totalement différentes. Hein. Elles sont issues d'un milieu vraiment qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Esther est juive. Elle est issue de ce qu'on appellerait maintenant la classe moyenne. Et bon, comme le roman se passe sur l'occupation, bon, c'est une période évidemment terrible, atroce, où il y a la véritable chasse aux juifs, évidemment, qui se produit. Et malheureusement pour Esther, tout au début du roman, ses parents sont arrêtés. C'est le moment de la rafle du Veldiv, donc on est en juillet 42. Et Esther en réchappe miraculeusement.
Donc, alors par contre, elle a perdu son logement et elle erre dans Paris, complètement terrorisée, désemparée, et ne sachant vraiment plus quoi faire. Et la deuxième héroïne, elle, est totalement différente, puisque c'est une femme qui est un peu plus âgée. Esther, elle a 20 ans. Thérèse, elle a 30 ans. Et Thérèse est issue de la grande bourgeoisie. Donc elle est très riche, elle est issue d'une famille d'industriels qui a fait fortune même au milieu du 19e siècle. Elle est mariée à un homme cynique, violent et qui collabore avec les Allemands. Et il va y avoir, bon, comme il se produit parfois justement dans ces périodes troublées, des rencontres qui ne se seraient pas produites si il y avait eu des périodes normales. Et elles vont se rencontrer. Et à partir de là, comme Esther vraiment est perdue et qu'elle ne sait pas quoi faire, en fait Thérèse va la prendre sous sa coupe et va l'amener à son domicile pour qu'elle ait le rôle du domestique au départ. Et puis petit à petit, alors Esther va comprendre que d'abord le couple va mal, le couple des Dorval, c'est Thérèse Dorval, elle s'appelle Thérèse Dorval, le couple Dorval va très mal, et puis elle commence à soupçonner petit à petit un certain nombre de choses, elle espionne un petit peu. Elle est en fait, sans le savoir, elle est déjà tombée amoureuse de sa maîtresse, entre guillemets. Après, évidemment, ses relations hiérarchiques vont tomber. Et elle espionne et elle comprend petit à petit que Thérèse a une double vie. Et voilà, c'est un petit peu le début du roman. Je ne vais pas raconter la suite parce qu'autrement je raconterai tout le roman. Mais voilà un petit peu le début du roman. C'est la rencontre fortuite, par hasard, dans une période troublée et dramatique, de deux femmes qui autrement ne se seraient jamais rencontrées et qui vont s'aimer. Et puis vont essayer de vivre leur amour dans cette période difficile. Voilà, et comment ça va se passer ensuite? Eh bien, pour Oui. cela, il faut acquérir ce roman signé Olivier Merle, on n'en dit pas plus. Quels sont vos projets pour la suite? Alors, j'ai toujours des projets d'écriture. Et d'ailleurs, le prochain roman est déjà terminé. Alors, il n'est pas complètement terminé dans la mesure où je suis dans les relectures, donc je le retravaille, etc. Parce qu'une fois qu'on a écrit un roman, bon, il faut le reprendre, il faut le corriger, donc ça me prend du temps. Je relis toujours un roman 3 fois, donc là je suis en train de terminer la deuxième relecture. Donc voilà. Mais j'ai donc déjà un roman qui est prêt. Et après, alors, puisque finalement, moi j'en suis déjà à la période du et après, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, je me laisse, pour l'instant, je ne me pose pas de questions, puisque comme le suivant n'est pas pour moi complètement terminé, il n'est pas vraiment fini, je ne me pose pas de questions, mais ça me taraude de temps en temps. C'est-à-dire, je me dis, bon, mais et qu'est-ce que tu vas faire après? Et j'ai déjà vécu cette situation, et puis je ne suis pas quelqu'un qui essaie de tirer à lui les idées. Si rien ne vient, j'attends en fait. Quelque chose viendra. Je pense que quelque chose viendra, et je ne sais pas quoi. Et on verra bien. Et puis c'est ça aussi le plaisir de l'écriture, c'est de toute façon de n'écrire que quand on a vraiment envie d'écrire et quand on a le plaisir de le faire. Et donc voilà. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui viendra après, mais ce sera peut-être quelque chose de très étrange. Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Je ne le sais pas. Olivier Merle, passons tout de suite à la Minute Cool, si vous le voulez bien. Plutôt tarte salée ou sucrée? Salé. Citez 3 mots qui définissent l'Auvergne. Montagne, vert et beauté. Foot ou ciné? Ciné, puisque le foot vraiment... J'ai joué au foot quand j'étais jeune, mais vraiment ça ne m'intéresse plus. Je trouve que le match de foot il ne se passe rien, c'est agaçant. En plus ils se roulent par terre alors qu'ils n'ont rien. Tout ça. Le foot m'agace énormément. Donc ciné. Le dernier spectacle ou théâtre que vous ayez vu, c'est lequel? Le dernier théâtre que j'ai vu, je pense que c'était Cyrano de Bergerac à Paris. Oui, et alors je ne saurais plus dire qui était le metteur en scène et qui étaient les acteurs, à vrai dire. Voilà, c'est le dernier spectacle auquel je suis allé. Il faut dire aussi que je vis dans un tout petit village en Auvergne, mais il n'y a rien à part le village en fait, et assez loin de Clermont-Ferrand, ce qui fait que on n'a pas beaucoup l'occasion, ma femme et moi, d'aller au spectacle. On le regrette, surtout que bon, on a notre vie professionnelle, tout ça. Mais on compte bien se rattraper
sera en retraite. Parce que la retraite, elle vient, je la vois devant moi à l'échelle de 4-5 ans. Donc on compte bien se rattraper à ce moment-là. Voilà. Mais le dernier spectacle que j'ai vu, c'était il y a 2 ou 3 ans, c'était Cyrano de Bergerac, et de Montrostand. Quel est votre dernier voyage? Alors, mon dernier voyage important, vous voulez dire? Oh, ça peut Vraiment un être voyage très familial, loin. ça peut être professionnel, ça peut être quelque chose. Oui, Votre alors le dernier voyage important, c'était il y a 3-4 ans. Je suis allé dans le Pacifique, sur une des îles de l'archipel du Vanuatu, pour travailler sur le volcan Yasur. Et ça a été, alors je suis resté là-bas une quinzaine de jours, je crois. Ça a été une expérience vraiment très intéressante parce que l'île où on était, il n'y a pas de route goudronnée. On arrive en avion par un petit coucou à hélice où il y a 12 ou 13 places et on se demande si on ne va pas se cracher avant d'arriver. Là-bas, les gens en fait vivent en autarcie totale. Ils n'ont pas de chaussures, ils sont pieds nus toute leur vie et ils marchent comme ça dans la forêt. Ils ont des machettes. Il y a comment dire, les maisons sont des huttes avec des petits cochons qui courent voilà, à côté des maisons. Voilà, ça m'a beaucoup frappé parce que en fait, je ne pensais pas qu'à notre époque, il y avait encore des gens qui vivaient dans ces conditions-là, c'est-à-dire en autarcie. Alors, il n'y a pas de voiture là-bas, hein, il y a juste 3 ou 4 pick-up qui vont sur les pistes et puis qui ramassent les gens pour les amener ici et là. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et ça m'a beaucoup impressionné. Non pas que j'étais pas au courant de ce mode de vie, mais je pensais qu'à notre époque, en fait, il avait disparu. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Oh, un personnage célèbre. Je crois pas que j'ai jamais eu envie d'être un personnage célèbre. Je pense quand même que y a des gens dans la vie qui m'ont impressionné. Alors, à la limite, quand quelqu'un vous impressionne, vous rêvez peut-être d'être lui, au moins de faire ce qu'il a fait. Et là, comme ça, mais il y en a certainement beaucoup d'autres, je pense à Martin Luther King, par exemple. Enfin, Olivier Merle, attention, encore une question plus difficile. Non, je plaisante. Si vous aviez un rêve, ce serait? Un rêve. Ah, un rêve. Un rêve. Ce serait probablement, et je dis ça parce qu'on parle là de mon roman, je pense que si j'ai un rêve, ce serait que il y ait beaucoup de lecteurs qui apprécient ce roman, en particulier celui-là, mais aussi les autres évidemment, mais en particulier celui-là parce que il est très particulier pour moi parce que je suis un homme et que j'ai écrit L'amour entre 2 femmes et je pense que c'est assez particulier et c'est quelque chose dans laquelle je me suis lancé comme ça en me disant est-ce que tu es capable de faire ça? Et puis jusqu'à présent les retours que j'ai et en particulier des femmes sont très bons donc ça me fait plaisir et je me dis bon eh bien si ce roman pouvait plaire à tout le monde oui c'est un peu un rêve. Bon, on peut jamais plaire à tout le monde hein, de toute façon dans la vie mais voilà ça me plairait beaucoup. C'est le rêve du moment un petit peu puisque voilà ce roman est très récent et puis c'est pas un rêve que j'aurais fait il y a 2 ou 3 ans et ce sera certainement pas le même rêve que je ferai dans 2 ou 3 ans aussi. Mais je réponds ponctuellement en fait à votre question. Eh bien, on la prend également, cette réponse, elle nous convient parfaitement. Et écoutez, ce rêve devient gentiment une réalité, puisque oui, ce roman, les retours sont plutôt très très bons. Et dans mes connaissances également, des amis, hein, pas des connaissances professionnelles, mais personnelles. Une personne a lu ce roman, je vais citer son prénom, David, il se reconnaîtra. Il a été emporté, pris par votre ouvrage et il a adoré. Ça me fait très plaisir d'entendre ça. Toujours agréable parce que le romancier, il a 2 plaisirs. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Il a le plaisir d'écrire, ça c'est fondamental. Et au départ, il écrit pour lui. Mais après, il n'écrit pas finalement non plus que pour lui. Et forcément, il y a une communication qui est, même pendant l'écriture, qui est avec le lecteur. Le lecteur, c'est pas le lecteur, la lectrice, le lecteur inconnu, je dirais, la lectrice inconnue. Il y a une sorte de communication qui est quelque chose de bizarre
et qui se mêle au plaisir que l'on a personnellement d'écrire. Voilà, donc tout retour qui est voilà qui me fait dire à moi que j'ai donné un petit peu de bonheur pendant un moment à quelqu'un, eh bien ça me fait plaisir. Voilà. Et on le salue, David, au passage, il se reconnaîtra. Olivier Merle, rappelons que vous êtes l'auteur de Libre d'aimer aux éditions XO. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. C'est moi qui vous remercie. Et vous revenez quand vous le souhaitez. Hein. Merci de cette invitation. Je reviendrai dès que vous m'invitez, pas de problème. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!